Bien, bonjour mes petites coccinelles libres de la colline ensoleillée. J'espère que vous allez bien. C'était de l'impro sale, ça, ce que je viens de dire, là. C'était vraiment les 4 premiers mots qui m'ont passé par la tête. Mais j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Vegas 12. Hall contre Silva, le dernier combat d'Anderson Silva. Entre vous et moi, beaucoup plus de chances d'être son dernier combat dans l'UFC que son dernier combat. Là, on sait qu'il est Bellator bound en crise. C'est le petit chum Anderson Silva. Mais bref, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il reste des combats à son contrat avec l'UFC, mais il semble avoir une entente avec Dana. Fait qu'est-ce que c'est le genre de combattant qui disent bon, ben, t'as fini, tu te bats plus pour nous, mais il te reste comme tas de combats ton contrat, donc tu peux pas aller nulle part. J'espère que non pour lui, mais bref, on verra. On est là pour parler de ce combat-là face à Uriah Hall et de tous les autres combats de la carte, mes analyses et prédictions complètes pour tout ça. C'est pas une bonne carte, mais c'est aussi pas une mauvaise carte. C'est vraiment juste une carte. C'est là, ça l'existe. Tout ça va définitivement arriver. Est-ce que ça va nous mener à quelque part? Mais ça va arriver. Ça, je peux vous le garantir, ça va arriver. Ceci étant dit, abonnez-vous, s'il vous plaît, à la chaîne YouTube pour ceux que ce n'est pas déjà fait. La chaîne YouTube MMA Talk, c'est là que ça se passe. J'aimerais vraiment avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année pour pouvoir monétiser la crise de chaîne, pour que YouTube monte mes vidéos à plus de gens, puis que ça soit nice, qu'on ait plus d'amis avec qui jaser. On a pas mal sur Facebook, j'aimerais ça en avoir plus sur YouTube. Fait que c'est ça, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et on va passer aux 10 combats de cette grande soirée d'arts martiaux mix, en parlant en premier, évidemment, du main event de la soirée, Uriah Hall face à Anderson Silva. On s'est toujours dit que ça allait être drôle, ce match-up-là, ça allait arriver. Puis là, ça arrive, puis c'est définitivement drôle. Uriah Hall, c'est comme le third coming, mettons, d'Anderson Silva, puisqu'on sait tous que le second coming d'Anderson Silva, c'était Philippe Nover, là, comme Dana White l'a proclamé lors de la saison d'Ultimate Fighter, où ce que Philippe Nover était. Mais tu sais, Uriah Hall, de loin, le gars qui a les knockouts les plus scary de l'histoire de Ultimate Fighter, c'était un hype train absolument gigantesque quand il a terminé ce show-là. Il a perdu en finale. On dirait, il a perdu contre Kelvin Gastelum, un 170 livres. Finalement, on s'est rendu compte que Kelvin Gastelum, bien que là, présentement, il n'est plus à son top pour l'instant. C'est un très bon, très, très bon combattant. Uriah Hall a réussi tant bien que mal après s'être fait carrément dire par Dana, tout est trop fin pour te battre, Big. Il a réussi à gagner des combats, il a réussi à se classer dans la division middleweight, mais jamais vraiment réussi à rentrer dans le top 10, là, selon moi. Je sais pas, selon les rankings UFC, je check pas vraiment ça, parce que des fois, les seules fois que j'ai check, je suis genre, mais voyons donc, comment ça? Genre, c'était quoi la dernière fois? Genre, je pense All Joe qui est ranké devant Marlon Moraes à 135 livres, même s'il a pété. Puis ça, c'était avant le combat contre Sandhagen. Là, maintenant que le combat contre Sandhagen, je comprends. En tout cas, je veux pas qu'on rentre là-dedans. Les rankings de l'UFC, faut qu'un calice de sens. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais Uriah Hall est là à quelque part comme dans en bas du top 10, là, 11 à 15. Puis Anderson Silva est pas mal rendu là aussi. Fait que c'est un match-up qui fait du sens, étrangement, à cette stade-ci de leur carrière. Mais écoute, man, on dirait que j'ai pas le choix d'y aller pour Uriah Hall ici. Parce que les deux sont rendus un peu pareils. Uriah Hall, on a toujours eu comme critique de lui que c'est un combattant hésitant, là, qui reste à range, bouge bien, est un des meilleurs athlètes à middleweight. Là. Je pense que c'est niveau athlétique comparable à un Yoel Romero, un Paulo Costa ou quelque chose comme ça. Là. Je niaise même pas avec ça. Trop hésitant, par exemple. Toujours trop hésitant. Puis ça fait qu'il perd la majorité du temps, sauf les combats qui se rencontrent qu'il perd puis qui disent ah, je peux pas perdre ça. Puis là, il allume complètement son adversaire, comme il l'a fait avec Christophe Jotko, comme il l'a fait avec plusieurs combattants. Bevan Lewis perdait complètement contre Bevan Lewis. Mais à un moment donné, il a dit Christ, comment ça je perds contre Bevan Lewis, moi, puis il l'a complètement gelé, puis il a gagné. Puis c'était un peu à ça je m'attends. Je pense que Anderson Silva, lui aussi, là, est rendu un gars, ben, ça, il est rendu. Anderson Silva a toujours été un range striker, là, genre le sniper à l'état pur, mais on se rappelle toutes de ces bonnes années où il clownait avec ses adversaires, bougeait beaucoup, entraînait ses adversaires, puis là, quand il était hors équilibre, les snipait quelque chose d'absolument incroyable, puis il les knockait. C'est encore un peu ça, mais il a perdu un peu ses capacités athlétiques. T'sais, il a perdu son explosion absolument incroyable, sa rapidité absolument incroyable. Puis je pense que même Uriah Hall va être excessivement plus athlétique que lui, excessivement plus physique que lui, excessivement plus puissant que lui. Puis je pense que Silva, ça va être difficile pour vrai de ne pas se faire knocker
pendant 25 minutes. Même si je pense qu'il peut gagner ce combat-là, en théorie, je pense que c'est un meilleur striker que Ryan Hall, bouge mieux que Ryan Hall, mais est-ce qu'il est encore assez rapide pour faire les choses qu'il faisait, qu'il a besoin de faire pour battre Ryan Hall d'ailleurs, sans se faire knocker, sans se faire complètement allumer sur un counter, sans se faire... je pense que... pis ça, c'est pas bon, là, ce que je m'en faisais du tout, mais je pense qu'une des seules façons dont Silva gagne ce combat-là, c'est en étant tellement peu actif puis en étant tellement peu menaçant que Ryan Hall ne se rend jamais compte au courant des 25 minutes qu'il est en train de perdre ce combat-là. Je pense littéralement là, que c'est la seule façon dont Silva gagne ce combat-là, c'est si il fait juste vraiment rester à distance puis être vraiment très sélectif dans ses strikes, puis s'assurer de l'ender, mais de jamais vraiment être en danger, d'être très conservateur dans son style de combat. Chose qu'on l'a déjà vu faire. Là. On l'a déjà vu faire à de maintes reprises. Par exemple, les dernières fois qu'on le fait, genre contre Adesanya, c'est sûr que vous allez me dire c'est Adesanya, mais ça n'a pas marché là, pour lui. Même contre Derek Brunson, il n'aurait jamais dû gagner cette décision-là. Ça n'a pas marché là, contre Derek Brunson d'essayer de faire ça. Fait que, est-ce que ça peut marcher contre Ryan Hall? Ça a une meilleure chance que contre Derek Brunson, mais genre, s'il réussit à faire ça sans jamais que Ryan Hall se dise hey, je suis vraiment en train de perdre ce combat-là, faudrait que j'allume. Silva peut gagner, mais je pense pas que ça va arriver. Je pense que Ryan Hall, même si c'est comme 3-4 rounds vraiment tranquille, ses coachs vont essayer de se mettre dans la tête qu'un moment donné, genre, oh, coach, t'as perdu, bouge, faites quoi? Et puis, j'ai Ryan Hall par TKO, 4e round dans ce combat-là, juste parce qu'il est plus physique. Il est plus athlétique. Silva, c'est son athlétisme incroyable, sa rapidité, qui faisait de lui un combattant autant extraordinaire. Là, il y a encore la technique, il a juste plus vraiment ça à... Quel âge il a, lui? 43, 4, 5. Il est rendu vieux, Anderson Silva. Là. Fait que non, j'ai Ryan Hall par TKO 4e round. Ça nous mène à ce qui est sans aucun doute, là, selon moi, le meilleur combat de la soirée. Bryce Mitchell et ses camo shorts. Contre André Fili. Puis je ne sais pas si c'est bad là, ce que je m'en vais dire, mais à cause des camo shorts, j'ai absolument André Fili dans ce combat-là. Genre, c'est un combat que j'avais de la misère à piquer. C'est un bon match-up. On s'entend que le match-up général, c'est est-ce que Bryce Mitchell va être en mesure d'amener André Fili au sol? Est-ce qu'il va être en mesure de le garder là assez longtemps pour voir si ses twisters, ses affaires? Puis, tu sais, il y a un sévère Khabib vibe, là, Bryce Mitchell. Bien que c'est plus un combattant de Jiu-Jitsu qu'un combattant de top control, ground and pound quand il est sur le top, mais genre, jamais personne n'a vraiment été capable là, en ce moment de l'empêcher de disputer un combat dans son style. Je pense qu'André Fili, c'est dans tous ses adversaires, de loin celui qui a le plus de chance, parce qu'André Fili, on l'a vu, c'est rendu un combattant tellement complet, absolument excellent. C'est le gatekeeper par excellence, là, présentement, à 145 livres pour le top 15. Genre, tous les fighters que l'UFC veut essayer de ranker. Sadiq Youssouf, Charles Jourdain, maintenant Bryce Mitchell affronte André Fili. Puis si tu bats André Fili, ben bravo mon chum, t'es dans le top 15. Si tu bats pas André Fili, t'es pas encore là malheureusement. Et puis, c'est ça qu'ils vont essayer de faire avec Bryce Mitchell. Genre, j'ai confiance en la game de Fili. Pour être bien franc avec vous, Team Alpha Male, ils ont vraiment appris à être un bon lutteur. Avant, c'était un gars qui était vraiment trop reckless debout, puis qui se faisait takedown. Ça a toujours été un bon grappler, capable d'aller chercher des soumissions d'en dessous, faire de très belles choses, mais des fois, donner un peu trop de takedown, donner un peu trop de contrôle à ses adversaires. Et puis, c'est ça qui faisait qu'il perdait des combats. Il réussit à améliorer ça beaucoup. C'est sûr qu'on l'a vu là, contre Sadiq Youssouf, quand il se retrouve contre un gars excessivement puissant, excessivement physique, puis est un control-based fighter, il va encore avoir de la misère là, quand il affronte vraiment un spécialiste du contrôle. Mais shit, Bryce Mitchell est un peu ça, hein, dans le fond. Bryce Mitchell est un peu ça, dans le fond. Mais Bryce Mitchell est vraiment wild. Puis des fois, il est un peu submission over position, mais il y a du très bon positionnement au sol. C'est pas le gars qui va perdre ses positions, mais des fois, il va essayer une soumission qui va peut-être faire que s'il est contre un grappler très skilled comme André Fili, va peut-être perdre ces positions-là. Puis écoute, genre, plus que j'en parle, plus j'ai envie de pick Mitchell, mais je garde mon pick de Fili ici. Puis c'est pas compliqué pourquoi. C'est à cause des camo shorts. Puis là, vous allez me dire, de quoi tu parles, Steve Faber? En quoi les shorts vont changer de quoi dans le combat? À chaque fois que l'UFC, ou presque, essaye de faire de quoi de spécial là, pour un combattant, de quoi qui fait que ce combattant-là va sortir du lot, comme Bryce Mitchell, qui va être le seul esti d'eau avec des camo shorts dans le cage. Le monde va se rendre compte là, de ça. Il va sortir du lot. On dirait qu'à chaque fois que l'UFC essaie de faire ça, ils disent, non, ça c'est le bon moment là, pour que Bryce Mitchell sorte du lot. Il va avoir un gros win contre André Fili. Il va rentrer dans le top 15. On va le mettre dans des gros match-ups. Après, regarde, ça se passe, les boys, style plein, parfait. C'est toujours là
que t'as le gatekeeper qui est le sorry puis qui chie sur les plans au grand complet. Fait que j'ai définitivement André Fili via je vais te chier sa cheville parce que tabarnouche qui va chier sa cheville de l'UFC et de tous leurs plans dans ce combat-là. Je le sens en dedans de moi. Bien que je sentais aussi que Gaethje allait battre Khabib. On a vu aussi que ça a amené ces affaires-là. Prochain combat. Ce prochain combat-là me fait un peu mal au cœur parce que au début, ça devait être Christophe Jotko contre Mahmoud Mouradov. Puis là, j'étais là, Jotko, man, il y a un petit pas de noir, il est chill, j'ai déjà parlé, c'est un bon gars. J'ai hâte de voir mon boy Jotko en action. Puis contre Mouradov, ça va être bon, tu sais. Là, Jotko s'est blessé, je suis là, ça fait chier. Mais là, il a été remplacé par Kevin Holland, Kevin Holland. Fait que j'étais là, wow, combat de rêve, man, Mouradov contre Kevin Holland. Kevin Holland va parler, l'autre russe, genre ouzbek, je sais pas trop, comprendra même pas un tabarnak de mots ce qu'il va dire. Ça va être absolument magnifique comme fight. Puis là, Mouradov a pogné le tabarnak de Rona ou quelque chose du genre. Puis Kevin Holland se bat encore contre un newcomer à quelques jours de notice. Cette fois, là, c'est absolument pas Joaquin Buckley, c'est le chum Charlie Ontiveros qui est genre un welterweight avec une fiche de... C'est où que j'ai ici? 11 victoires, 6 défaites. Tu sais, le gars, en tout cas, c'est pas une super belle fiche pour rentrer dans l'UFC. 2 victoires consécutives, mais c'est basically un welterweight qui, à chaque fois qu'il perd par TKO. Puis là, il move up à middleweight sur quelques jours de notice contre Kevin fucking Holland. Fait qu'au moins, ça va être drôle. Kevin Holland va probablement y parler puis essayer de le coacher tout en y cassant violemment la gueule. Puis il va sûrement le knocker à quelque part comme TKO deuxième round. Je pense que ça a bien du sens comme petite prédiction. Puis ça nous mène au prochain combat qui... Et j'ai absolument pas envie de voir sous aucun prétexte. C'est le retour de Greg Hardy. J'avais quasiment réussi à l'oublier, lui, pendant le Rona. Plus au début, il était là, Fight Island, ça a l'air malade. Moi, je veux vivre sur Fight Island puis me battre à toutes les fins de semaine. Finalement, il s'est pas battu une tabarnak de fois pendant la pandémie. Puis, il me semble que c'était bien correct de même, Il me semble que c'était bien correct de même. Pour ce qui en est du combat avec Maurice Green, ben écoute, regarde, c'est pas compliqué comment ça va aller. T'as Maurice Green qui est genre, le genre, tu sais, quand j'arrête pas de dire ça là, récemment, le genre de combattant heavyweight à la Dontel Mays, à la Maurice Green, qui essaie d'être technique, qui essaie de travailler en arrière d'un jab, puis de faire des affaires qui marcheraient dans n'importe quelle division. Et ça marche pas à heavyweight, ça marche pas. Il faut que tu sois le gros Chris de jambon qui swing. Puis on s'entend que le gros Chris de jambon qui swing ici, c'est définitivement Greg Hardy. Puis ça, on va finir par gagner ce style de combat-là. Mais les boys, je suis vraiment pas venu ici pour pick Greg Hardy, m'en calisse bien raide de lui, comme Chris One se calisse de tout le monde. Fait que j'ai absolument Maurice Green par soumission au round 2, genre un esti triangle de sa garde. Les affaires que Maurice Green fait, mais écoutez, quand ça arrivera pas, les boys, Maurice Green est absolument là pour perdre ce combat-là, puis c'est probablement ça qui va arriver, mais j'ai le droit de faire un pick vendu une fois de temps en temps, puis surtout si c'est pour ne pas pick le batteur de femmes de rat de Greg Hardy, ben je suis bien content. Ensuite, un autre combat que je suis genre ça va être bon ça, mais je sais pas comment je feel par rapport à ça. C'est Bobby Green, Thiago Moises. Je sais pas comment je feel parce que Bobby Green est sur un tear. Il a gagné 3 combats cette année. Il a l'air le meilleur qu'il a jamais été dans sa carrière. Puis l'UFC continue genre de le booker à 2 semaines de préavis contre un autre bon lightweight compétent. Mais jamais contre quelqu'un qui fait avancer sa carrière, qui va l'amener dans le top 15, qui va l'amener à quelque part pour vrai. Puis je trouve ça vraiment plate parce que je pense que s'il y a comme un moment où Bobby Green pourrait se rétablir comme un top contender puis faire des dommages là, à 170 livres, pas des dommages, il ne deviendra pas champion du monde ni rien, mais tu sais, être un bon top 15 lightweight. J'ai dit 170, hein? Non, c'est 155. Bref, je pense que Bobby Green il est là, présentement, puis surtout avec la division qui est en mouvement, puis quand tu as des gars dans le bas du top 15, que, comme, en ce moment, Bobby Green qui est sur un tear, tu le verrais pas contre un Cowboy, un Anthony Pettis, un Benil Dariush, même contre Alexander Hernandez qui se bat ses prelims contre un nasty de no-name, là. C'est qui est d'ailleurs le combat qu'on va parler après. J'aimerais ça voir ça, mais finalement, c'est pas contre Thiago Moises, que personne connaît, qui est un peu meilleur que tout le monde pense parce que personne ne le connaît, mais qui est pas si bon que ça finalement, que Bobby Green va fort probablement le battre par décision, mais que je connais tellement assez Bobby Green pour savoir qu'à force de se battre contre des gars de même, un moment donné, il va juste en perdre un random par décision partagée, puis ça va tout scraper son momentum encore. Puis Bobby Green, c'est un gars de momentum. Là. Présentement, ça va bien dans sa tête, tout roule, il gagne, tout ce qu'il fait marche bien. Il est excellent, debout, bouge bien, défend les takedowns, amène des gars au sol, montre qu'il est un bon lutteur aussi, bon grappler, fait tout bien là, présentement. Puis j'ai l'impression que
s'il finit par perdre un esti de combat random contre un Thiago Moises de ce monde, ça va peut-être switcher son mental. Puis Bobby Green, c'est une question de mental. Sa carrière au complet, c'est question de est-ce que ça va bien dans sa tête ou ça va pas bien dans sa tête. Puis ça va directement refléter ses performances dans la cage. Donc, j'ai Bobby Green par décision. On s'en va sur les prelims. Le combat que je comprends le moins. Chris Grutzmacher affronte Alexander Hernandez. Puis ma seule question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que Chris Grutzmacher a fait, man? Parce que ce gars-là, personne ne le connaît. Moi, je le connais parce que c'est comme 3, 4, 5 combats qui est là dans l'UFC, mais il se bat pas vraiment souvent. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il s'est pas battu. Là, c'est genre pogné contre Benil Dariush. Des gars, non, il n'y a jamais un fight facile. Je pense que son fight le plus facile à date, c'était genre Joe Lauzon. Puis il l'a battu. Ce qui n'est pas vrai, probablement la raison pourquoi il affronte Alexander Hernandez. Là. Parce que oui, battre Joe Lauzon, ça commence à avoir encore de la valeur, même si la version de Joe Lauzon qui a battu, c'était triste, là, ce combat-là. C'était triste, je me rappelle. C'était vraiment pas le fun à regarder. Là. C'est genre le fantôme de Joe Lauzon qui se fait battre par un no-name qui est, oui, genre techniquement bon, mais qui est potentiellement le pire athlète de la division lightweight. Puis on s'entend que dans cette division-là, c'est pas trop là que tu as envie d'arriver et d'être la personne la moins athlétique du monde. Puis c'est juste un peu ça que je pense par rapport à ce combat-là, parce que, tu sais, à athlétisme égal, Chris Grutzmacher, c'est quand même un malade mental. C'est un gars qui pousse un pace, qui est quand même potable dans tous les aspects, mais que sa takedown defense a peut-être un peu laissé à désirer là, dans l'UFC. Je pense que David Ramos s'est fait complètement décoper. Pourquoi il a affronté David Ramos puis Benil Dariush? C'était genre pauvre dude, man. Alexander Hernandez, qu'il faut le dire, là. Ce combat-là, c'est pas mal make it or break it là, pour le chum Alexander Hernandez qui, tu sais, il a obtenu un step down, là. Il a obtenu un combat que t'es genre là, tu foires pas ça, mon chum, parce que là, clairement, récemment, ça va pas bien. Puis c'est le premier combat là, qui est permissif qu'il y a dans l'UFC. Le gars est arrivé, il a affronté Benil Dariush, Oli Aubin-Mercier, Cowboy Cerrone, Francisco Trinaldo, puis Drew Dober. Comme pas trop de cadeaux là, on s'entend. Et puis ça fait qu'il vient de perdre deux fois par knockout en 3 combats. Puis le combat Sanuchantis, c'était contre Francisco Trinaldo. Puis personnellement, je me rappelle même pas si quelqu'un a lancé un tabarnak de punch là, dans ce combat-là. Fait que c'est sûr qu'Alexander Hernandez, on dirait qu'il a essayé d'apporter des ajustements à sa game, puis ça n'a pas marché. Puis là, mentalement, ça l'a complètement défeat. Puis là, il va affronter un gars qui va littéralement courir après, là, puis essayer de lancer un gros volume de strikes sur lui, sans vraiment y faire mal, parce que c'est pas un gars qui frappe très fort et qui est très puissant. Je pense même... Ben, tu finis Joe Lauzon? Je pense même pas qu'il a fini Joe Lauzon, mais bref, côté-moi pas là-dessus, là. Mais tout ça pour dire que Hernandez est vraiment plus athlétique, plus rapide. Il y a tout de plus que Chris Grutzmacher, à part le fait qu'il pousse pas un pace autant malade, mais il devrait être capable de switch up avec des takedowns, de le coller dans la cage comme le fait Écoli au bain, puis juste le garder là, puis faire chier comme il est si bon pour faire. Fait que Alexander Hernandez par décision aussi, mais Chris, s'il gagne pas ça, man, ça va être un fall-off assez raide. Ensuite, Adrian Yanez contre Victor Rodriguez. Je ne passerai pas gros de temps là-dessus. Je ne comprends pas trop pourquoi c'est là. Adrian Yanez, je suis down. Il a eu des belles performances au Contender Series. Et puis, je pense qu'il mérite sa place. Un bon striker qui est capable de lancer en combinaison, capable de placer des bons counters, capable de faire bien des choses. Je ne sais pas jusqu'où sa game va plus loin que ça parce qu'on ne l'a pas vraiment vu. Mais Victor Rodriguez, c'est un gars qui swing des swing des overruns. Puis il aspire de te knocker, mais il n'est pas très, très technique en général. Fait que je pense que le chum Adrian Yanez devrait gagner ça au premier round. Là. Je pense que Victor Rodriguez va volontairement se crisser à la face dans le quad huge dès le premier round. Ensuite, 185 livres, Sean Strickland est de retour face à Jake Marshman. Et puis, toute une histoire, ce Sean Strickland, c'est eu un accident d'auto ou de moto, je ne m'en rappelle plus trop, mais très grave accident qu'il y a eu. Puis personne ne pensait qu'elle allait être capable de se rebattre un jour. Il a réussi, tu sais, à revenir, là, basically, il est là, se bat dans un combat, il move up chez les 185 livres, cependant, je pense que 170 livres, ça se fait plus pour lui, il était gigantesque, là, 170 livres, il était sur un énorme frame, là, le gars, il est à peu près de la grosseur à Darren Till, de la grandeur, c'est un gars qui est vraiment build, là, comme un Darren Till, comme un Rory McDonald, puis si vous voulez une manière dont il se bat, c'est Rory McDonald-esque, peut-être un peu moins bon grappler que Rory, mais bon grappler quand même, travaille derrière son jab, combattant qui va préférer bouger, puis jabber beaucoup, puis peut-être lander des 1-2, mais combattant plutôt conservateur debout qui a un arme principale, c'est son jab, puis essaie de pas trop déroger de tout ça.
genre, en temps normal, je le piquerais toujours vraiment facilement contre Jack Marshman. Je le pique encore ici, peut-être pas facilement. Puis c'est à cause de son accident. Je me demande, ça fait des années que c'est pas battu. Il a vécu quelque chose que, ça aurait pu mettre un terme à sa carrière, là, basically, tellement que c'est un grave accident. Tout le monde est surpris qu'il soit en mesure de revenir au combat. Fait que juste ça, à la base, il faut que ça te mette un petit doute dans la tête de qu'est-ce qu'il va avoir l'air dans la cage, mais je me dis que si il a réussi à il a l'air en bonne shape, il a l'air pas trop magané, 185 livres, c'est une moins grosse cote pour lui, c'est une division qui s'était déjà battue dedans là, dans l'UFC, qui avait déjà eu du succès dedans dans l'UFC. Donc je me dis, tu sais, il doit le savoir qu'il est correct s'il prend la décision de revenir. Donc, mon pick ici, c'est Sean Strickland par décision. Assez facilement, si c'est le Sean Strickland des bons vieux jours qui va travailler derrière son jab contre un gars qui... Jack Marshman, c'est un brawler, va de l'avant, essaie de soigner des mains. C'est un brawler peut-être un peu plus technique que John Phillips, mais encore là, c'est un peu dans la même catégorie. C'est genre... En fait, checkez-moi bien, je vais sortir mon call. Jack Marshman... Non. C'est le contraire. C'est John Phillips, c'est la version Dolorama de Jack Marshman. Donc, Jack Marshman, c'est John Phillips, mais meilleur debout, un peu moins wild. C'est grapple pour sauver sa vie, bien que je ne le mettrais pas contre un Division 1 All-American Wrestler, voir que ça aurait l'air. Mais je pense pas qu'il va réussir à out-grapple Sean Strickland, mais se défendrait mieux au sol que John Phillips s'est défendu au sol dans tous ses combats. Mais anyway, qui ne se défend pas mieux au sol que John Phillips, t'sais? Fait que, gars, Sean Strickland par décision, avec un astérix, savoir qu'est-ce qu'il va avoir là après sa blessure, parce que c'est quand même du life-changing stuff là, qui est arrivé. Fait que ça se peut là, que le gars soit plus l'ombre de lui-même. Pour vrai, ça serait même pas grave. T'sais. Fait que j'ai Strickland par décision. Ensuite, ça, les boys, man, c'est comme le plus bas level de UFC fight que tu peux trouver. Le Cole Williams, Jason Witt. Jason Witt, c'est un wrestle boxer. Il a vraiment une vieille game. Il a vraiment une vieille game à la Matt Hughes, un peu moins submission oriented, à la, tu sais, genre Tito Ortiz, ces gars-là. Là. Aime bien se battre debout. Pour être franc avec vous, c'est un combattant qui aime bien se battre debout. Mais je ne peux pas rendre d'espoir pour ce gars-là qui est arrivé dans l'UFC avec une fiche de 17-5 et qui s'est fait melt genre en quelques secondes par Takenori Sato. Cole Williams, lui, s'est fait melt au sol en quelques secondes, quelques minutes par Claudio Silva. On dirait que j'en veux moins. Ça me donne pas plus genre confiance en lui. Le preview que j'écoutais, puis Chris, il y avait un combat que j'avais besoin de leur aide un peu pour essayer d'analyser ça, parce que je check ces deux gars-là se battre, puis je suis en gros, je ne sais pas ce que je vais dire sur eux, là, s'ils n'ont pas d'affaires ici. Mais oui, Cole Williams, c'est une mauvaise, méchante comparaison, a l'air d'une version moins entraînée de Ben Askren. Fait qu'on s'entend. Va vouloir amener ce combat-là au sol, va sûrement être assez persistant. Je ne sais même pas si j'ai confiance en Jason Wood pour défendre les takedowns. Fait que j'ai Williams par décision ici. Ça nous mène à un combat light heavyweight que... Ça va être drôle au moins pour le temps que ça devrait durer. Dustin Jacoby est de retour et affronte Justin Ledet. Puis sacrifice, ok. J'ai Jacoby par first round TKO parce que Justin Ledet, c'est basically Sam Alvey avec du footwork, là. Genre, le gars ne fait que reculer, essayer de jabber, puis essayer de lander des gros counters en retour pour te knocker. Puis, man, je pense pas que ça va marcher. Là. Jacoby est quand même un bon striker qui aime stalker ses adversaires, qui a une belle variété, qui est capable de lancer des combinaisons, qui est assez puissant, puis qui est assez reckless, merci. Puis même si ce combat-là durerait, t'as un gars qui va lancer 5-6 strikes à chaque fois que l'autre va en lancer une seule. Fait que c'est comme un peu dur de pas y aller là, heavily en fonction de Dustin Jacoby ici. Puis j'ai comme vu Ledet être un peu fragile là, ces derniers combats. Peut-être pas son combat contre Comer, mais les autres. Fait que j'ai first round TKO là, pour Jacoby, que je pense qu'il est en feu et qu'il est content là, d'être là présentement et d'avoir sa chance dans l'UFC. Fait que Dustin Jacoby, first round KO, ça nous mène à un combat et ça fait mal à voir. Priscilla Cachoeira est encore là, puis elle se bat contre Courtney Casey. Puis tabarnouche, autant Courtney Casey est une fille qui réussit à être dans le top 15 des 115 livres, qui est de loin la meilleure division féminine en MMA, là, de loin. Tu n'as pas une division profonde comme ça en termes de top talent en MMA que tu peux dire que tout le monde là, présentement dans le top 15 est une bonne combattante.
Casey, c'est autant la fille qui peut perdre contre la moins bonne combattante du monde, puis après aller genre passer proche de battre Michelle Waterson ou de quoi de même. Elle est complètement incompréhensible. La fille est gigantesque, peut-être un peu moins 125 livres. Va de l'avant, très agressive, une bonne game de grappling dans sa garde. Le problème, c'est aucune sacrament de takedown defense. Takedown defense dans le négatif, mais tu sais, c'est comme, est-ce que je dois prendre cette information-là en me disant, oh non, Priscilla Cachoeira va la takedown et la dominer au sol, ou je dois prendre cette information-là comme étant, oh non, Priscilla Cachoeira va la takedown, essayer de faire de quoi au sol et immédiatement se faire pogner dans un armbar ou un triangle. Je pense que c'est plus la deuxième affaire, fait que je vais aller pour une soumission au deuxième round pour la chum Courtney Casey. Et puis, le premier combat de la soirée, 135 livres, Miles Jones qui est de retour face à Kevin Natividad. J'avais hâte de voir Kevin Natividad dans l'UFC. Je pense que c'est un bon bantamweight. Il manque peut-être un peu d'athlétisme. Genre peut-être une petite coche d'athlétisme qui manque pour ce gars-là. Qui va faire qu'il ne sera jamais un élite bantamweight. Mais ça va être un bon combattant bantamweight qui va bien se débrouiller contre la majorité des combattants. C'est sûr que Miles Jones, c'est un excessivement rough match-up. Ce gars-là, c'est un top. Ben, c'était un top prospect. Le rentre dans les meilleures années de sa carrière. Présentement, il n'est comme plus vraiment un espoir. Là, il est plus un combattant qui est un produit fini, mais un esti de bon lutteur avec un très bon reactive double. S'entraîne à Fortis MMA, un très très bon gym like Safe South, qui ont beaucoup de gars qui sont en train de go up the ranks dans l'UFC, puis gros gym bien actif. Je pense d'ailleurs que Royal, c'est là qui est la star Fortis MMA, donc sur la même carte qu'un training partner. Et puis, ben non, c'est ça. Je pense que Miles Jones ici. Le debout va peut-être être l'aspect le plus compétitif du combat, parce que les deux sont bons, mais je pense que Miles Jones va switch up avec des takedowns, gagner le combat. Va peut-être même le battre par soumission, comme au troisième round, de quoi de même, un rear naked choke, après y avoir comme beaucoup travaillé puis l'avoir affaibli un peu. Fait que ça va être ça ma prédiction, puis ça va compléter là, mes analyses et prédictions complètes pour cet événement, l'UFC Vegas 12. Laissez-moi un like si vous avez apprécié, un commentaire pour me faire part de ce que vous pensez de cette carte qui existe définitivement. Est-ce que vous êtes un peu hype ou vous êtes comme genre encore un peu dosé de la fin de semaine passée, où c'est passé tellement d'affaires que c'est pas une fin de semaine, on peut avoir une fin de semaine de congé après tout ce qui s'est passé à l'UFC 254. C'est en fin de semaine, mais regarde, je pense qu'il faut que l'UFC, pour avoir leur bonus, présente des cartes à toutes les crises de fin de semaine jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est ça qui arrive. On va être au poste pour analyser ça, prédire ça, checker ça, recap ça, toute la patente. Fait. Abonnez-vous à MMA Talk pour rien manquer de tout ça. Puis à la prochaine.